Reza, bonjour. Bonjour. Je me permets de vous appeler Reza, qui est votre prénom, mais aussi votre nom d'artiste photographe et reporter. Vos photographies accompagnent en effet les lecteurs depuis plusieurs décennies, et notamment ceux de National Geographic. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse revenir ensemble sur une période lointaine mais importante dans votre vie, le moment où vous comprenez qu'il va falloir quitter l'Iran et votre foyer. Reza, si vous le voulez bien, revenons sur les quelques années qui ont précédé votre départ d'Iran. Au moment où vous êtes alors étudiant en architecture à l'université de Téhéran, et déjà, vous vous exprimez par et avec la photographie, puisque je crois que vous affichiez vos photographies clandestinement sur les murs de l'université. Oui, absolument. En réalité, le rapport que j'ai avec la photographie en général, Oui. euh, c'est lié à cette envie, cette émotion que je connais depuis bas âge, depuis 9, 10 ans, c'est de partager avec les gens autour de moi Oui. les deux choses les plus émouvantes pour moi depuis toujours. D'une, c'était la beauté. Mhm. Donc, dès que je vois quelque chose de magnifique, beau, belle, autour de moi, j'ai envie de partager. Et la deuxième, c'est qui m'est ému de la même façon et dans le même niveau, c'est l'injustice en général et surtout l'injustice sociale quand je le vois. Et ça m'émue aussi. Donc, c'est comme ça que je suis venu à la photographie à l'âge de 13 ans et je continue dans ces deux domaines. Et même à l'âge de 16 ans, j'avais fait mon premier journal au lycée, mais qui m'avait fallu aussi une arrestation par le service secret parce que je ne savais pas qu'on n'a pas droit de faire des journaux ou des revues, enfin comme ça, sans autorisation Ah des oui. services secrets. Et ensuite, le fait que c'était en fond ça qui m'a emmené en disant je vais trouver un autre moyen de m'exprimer sans qu'il soit très voyant. Et c'est comme ça que exposer les photographies des bidonvilles autour de Téhéran ou les villages très pauvres en Iran où j'arrivais à voyager en tant qu'étudiant d'architecte Mhm. et photographier, c'était un moyen pour moi de le faire la nuit, clandestine, collé avec un petit mot en disant voilà comment les gens vivent et de continuer ça De témoigner. en voilà, en faisant mes études d'architecture euh, comme n'importe quel étudiant et que finalement bon bah j'étais arrêté et c'est comme ça mais ça m'a donné aussi toute cette arrestation, les tortures, les 3 ans en prison à cause de ça, ça m'a donné une conviction que la photographie, c'est quelque chose d'important, que comme j'avais lu aussi dans mon enfance un article qui disait que le 21e siècle, ça va être le siècle des photographies et que le monde, ça va être, le monde va se communiquer Mhm. par l'image. Donc tout ça, ça m'a donné euh, l'envie, la passion et la conviction de continuer. Et la prison ne vous a pas muselé, bien au contraire, puisque en 1979, vous et votre frère, vous êtes devenus officiellement photographe reporter et vous avez couvert, si je ne me trompe pas pour Newsweek, les prémices, les années de révolution islamique et aussi la prise d'otage de l'ambassade américaine de Téhéran. Dans quel Oui, état d'esprit vous avez traversé cette seconde époque? oui, plein de sujets avant, pendant, après la Oui. Révolution que nous avons travaillé aussi bien pour Magazine American Newsweek que l'agence française SIPA Presse. Mhm. D'ailleurs, SIPA, il vient de fêter leurs 50 ans et je me disais, oh là là, nous étions, il y a 40 ans, un des premiers photographes de cette agence et qui distribuait, grâce aussi, en plus du travail de Newsweek, c'est grâce à SIPA qu'on avait les moyens de distribuer pour plus de 20 000 magazines et journaux dans le monde entier. Et c'est ça qui faisait une force incroyable, sans que nous, en Iran, se rendons compte
que le travail que nous faisions Avait cet après la impact. Révolution Mhm. avait un impact énorme. Oui. Et c'est comme ça que les ambassades de République islamique, ils envoyaient des rapports en disant oh là là, on a vu les photos de tel massacre, de telle exécution, on a vu les photos de les gens qui vont se faire tabasser, on a vu tous ces gens en photo. Pourquoi vous laissez ces photographes de photographier et envoyer ça à l'étranger? Mhm. Arrêtez-le. Donc c'est comme ça que petit à petit, on a vu que l'étau il est en train de se serrer autour de Oui. moi. Oui. Et donc j'ai dû partir. C'était une décision évidemment déchirante. C'était une décision très dure. En même temps, au tout début, on se rendait pas compte que ça peut être pour longtemps, Ah oui? parce que c'était des années au début de la Révolution, on croyait pas que les mollahs ils vont durer longtemps. Et eux non plus, ils croyaient pas qu'ils vont durer longtemps. Ils cherchaient un moyen de emmener le peuple envers eux, et que finalement la guerre Iran-Irak, comme Khomeini lui-même, il a dit plus tard, Mhm. c'est grâce à cette guerre Iran-Irak que nous avons pu résister et continuer et emmener tout le peuple iranien derrière nous. Mais Donc moi, quand j'ai su que mon nom était mis dans la liste des gens à abattre, oui, parce que euh, les mollahs ont édicté à votre rencontre une interdiction de travailler, et bien au-delà d'ailleurs. plus que Oui, l'interdiction de travailler, oui. c'était la période où ils avaient commencé des exécutions, comment dirais-je, hors judiciaire. Ça veut Mhm. dire les décisions qui prenaient dans un bureau de tel groupe militaire ou armé ou gardien de la Révolution, en disant voilà la liste des gens qu'il faut qu'on Oui, oui. se débarrasse. Oui, le procès équitable n'était pas tellement de. Non, non, il n'y avait Oui. pas du tout procès, rien du tout. C'était les Mhm. décisions qui étaient prises par quelques mollahs de quartier ou même un peu partout là. C'était Dans ce que vous racontez, moi, je suis marquée par deux choses. Vous avez dit, ah, mais quand on prenait des photos, en fait, on ne se rendait pas compte réellement de l'impact que ça avait à l'extérieur, alors que vous aviez déjà fait de la prison. Et aussi, vous dites, bah, quand j'ai compris qu'il fallait que je parte, je me disais, je n'ai pas compris que c'était pour toujours. Réellement, on peut être dans ce niveau pas d'inconscience, mais de non-compréhension. par rapport à l'impact. Oui. Oui, complètement, parce que comme j'ai vécu en Iran pendant toute cette période, j'avais pas une connaissance réelle de ce qu'est l'impact des médias dans les pays, dans d'autres pays du monde. En Iran, on avait, pendant le régime du Shah, on avait deux, trois journaux, 4, 5, 10 magazines, et tout était contrôlé de A à Z par le régime, censuré, et décrit, et que c'était que de entertainment. Mm. Il y avait de temps en temps des revues littéraires, les gens illettrés qui sortaient des revues, mais qui étaient deux ou trois numéros après, c'était confisqué ou fermé. Donc moi, je savais pas, tant que je suis pas venu en Europe et j'ai vu l'impact des médias, l'impact de l'opinion publique et les médias sur l'opinion publique. Bon, c'était bien de publier. Je savais que c'est important. Je savais que ces informations, c'est important qui arrivent dans le monde, mais pas autant que je sais maintenant l'importance et l'impact de médias. Vous comprenez? Oui. Et, Quand on n'a pas vu quelque chose, qu'on a seulement entendu, c'est autre chose. mm. Par rapport à ce que je ne savais pas quand est-ce que je vais partir, euh, je ne savais pas que ça va durer 40 ans. Je savais que ça peut durer 1 ou 2 ans. Et même déjà à l'époque, quand vous partez de chez vous en disant je vais partir pour 1 an, c'est déjà Oui. immense, c'est Oui. déjà une déchirure incroyable, c'est déjà plein de choses que vous deviez mettre. Je me souviens, j'étais rentré dans ma chambre et je regardais, je me disais, bah, la seule chose que je pourrais prendre avec moi, évidemment,
c'était mes appareils photo, mon sac appareil photo, Mhm. et juste une petite valise avec un pantalon, deux chemises, et des brosses à dents, enfin. Le strict nécessaire, en fait. Et votre frère, également reporter photographe, a dû lui aussi s'exiler. Je comprends que vos parents sont restés en Iran. Qu'est-il arrivé au reste de la famille? Il y a encore de la famille en Iran, par exemple? Non, enfin, Non? la famille, comme pour tout le monde, quand on dit la famille, il y a deux différents Oui, degrés. Il y a la les famille proche, parents, hein, oui. les frères et sœurs. Là, mes parents, ils sont décédés, en Iran. Je n'ai même pas eu l'occasion d'aller dans leurs funérailles. Mais nous, on est trois frères et sœurs. Tous les trois, on est quittés avec eux, avec leurs enfants. Moi, j'ai fait ma vie ici. Mes enfants, ils sont d'ici. Donc, la famille proche, ils sont déjà, les premières années, quelques années après la Révolution, on a dû tous quitter. On est éparpillés un peu entre Genève, Italie, France, Canada. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes considéré comme un déraciné ou bien est-ce qu'au contraire, vous avez embrassé votre nouveau pays avec bonheur? Enfin, comment est-ce qu'on vit ce genre d'exil? C'est des étapes différentes et je crois que les gens différents, selon leur relation à la vie qui mènent, Oui, ont des réactions différentes, certainement. Euh, je, je peux parler de moi, ma situation, parce que il y a deux choses. Première, c'est que, quoi qu'il soit, il faut considérer que quand même vous avez une plante dans votre appartement et qu'il était là pendant 6 mois, un an, et que vous le changez de place et vous mettez l'autre côté de l'appartement, vous allez vous rendre compte que la plante, il commence à faire la gueule, que la plante, il va pas aimer, il lui faut un temps d'adaptation à oui. la nouvelle emplacement. Rien que ça, c'est... Donc, être humain est pareil. Une fois que vous êtes obligé de partir, il y a cette, je dirais, un impact physique, Mhm. purement physique, que vos cellules, votre regard, vos ouïes, vos cinq sens, ils subissent d'un seul coup. Et que tout est nouveau, tout est à prendre, adapté, tout est à réaffirmer pour votre cerveau. Ça, c'est le côté physique. Ensuite, vous avez l'impact psychologique aussi. Et ça diffère entre les gens selon la relation qu'ils ont avec la société. Oui. Oui. Moi, comme beaucoup de gens, d'autres premières années, c'était très, très dur. C'était des moments de solitude, des moments de dépression, des moments de pleurs, des moments où chaque petite signe que vous voyez, vous pouvez vous rappeler un ami, une amie, quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Mais comme je voyageais et que j'avais quand même, j'étais accueilli et accepté dans cette société d'un niveau important, comme un artiste, comme j'étais reçu par le Oui. ministre de la Culture. Vous voyez, donc, j'étais pas l'immigré qui arrive et qui vit dans un foyer pendant des années en attendant que ses papiers soient mis en règle. Donc, Mhm. c'est ça c'est une différence. Malgré cet impact important, physique et psychologique, et mes voyages, ce que j'ai appris dans euh, dans toutes ces années, c'est que euh, comment je pourrais faire de cet exil une force, Mhm. qu'il soit un boulet pour qu'il devienne une force. Et finalement, je pense que je suis arrivé depuis déjà longtemps. C'est que première chose que j'ai compris, c'est que il y a une seule humanité et il y a une seule terre. Et il n'y a pas deux humanités et deux terres différentes. Voyez. Oui. Donc, ensuite, ce que j'ai compris, j'ai appris en me voyageant, c'est que toute cette
cette ligne administrative frontière sont, comment dirais-je, changeables. Quand on regarde la carte de l'Europe, rien que sur 500 ans, on voit Oui, le changement, les évolutions, oui. l'évolution incroyable qu'il y a eu. Donc, se tenir à une seule lieu sur cette terre en disant moi je suis là et que je reste là et que le reste c'est étranger, ça n'a plus de sens. Mais alors justement, vous parlez de vos voyages. Vous, le photographe de guerre qui est toujours en déplacement, ou en tout cas très très souvent, quelle relation vous entretenez avec votre point d'accroche, je dirais, votre maison située en France, votre appartement? Est-ce que vous avez un lien particulier ou est-ce qu'au contraire, vous avez un certain détachement par rapport à ce lieu de vie français? En réalité, quelque part, chaque être humain a besoin d'une point Oui. comment dirais-je, atterrissage, comme on dit. Oui. Et pour moi, cette point d'atterrissage, c'est ma famille, c'est-à-dire ma femme et mes enfants. En première échelle, l'épouse et mes 2 enfants, ce sont mes vrais points d'attache ici. Mais pour que ça soit stable, dès le début, j'ai eu dans l'idée de me faire une maison ici. Dès le début. Je n'ai même pas dit, oh là là, je suis là qu'un an, 2 ans, 3 ans, je vais continuer ma vie nomade. Non, pour faire une famille, je dis, il faut une maison, il faut une panne d'atterrissage, d'accroche. Donc, depuis presque maintenant 30 et quelques années, voilà, nous avons une maison à Paris avec les enfants, ils sont nés là-bas, ils sont grandis là-bas. Et notre fils il a 30 ans, notre fille a 25 ans. Ils ont passé toute leur enfance dans le jardin. Pour moi, c'était important aussi de retrouver ce qu'on avait, la maison dans laquelle j'avais grandi, qui était une maison avec un jardin. Et, évidemment, trouver une maison dans un jardin à Paris, c'était pas simple. Mais bon, il y a une trentaine d'années, c'était possible. C'était possible, on est arrivé et que les enfants sont grandis dans ce jardin. J'avais même fait un moment une cabane dans l'arbre. On a un grand arbre dans le jardin. Et quand les enfants étaient petits, ils dormaient dans ce cabane que j'avais construit pour eux. Donc, cet attachement, je dirais, c'est beaucoup plus un attachement famille, la maison, que attachement à une terre, à le nom d'une région ou autre. Certes, ce qui m'a beaucoup aussi aidé de faire ce que j'ai fait, de devenir ce que je suis, c'était mon arrivée en France, l'accueil que j'ai eu par des artistes, par d'autres gens, par les médias, de mon travail, de mes pensées, de ce que je fais, et de plus en plus maintenant, je fais des grandes expos dans les villages lointains, je fais dans les grandes villes ici, je voyage en France, de ville en ville, de village en village, je passe du temps avec les gens, je forme des enfants à la photographie, donc c'est quelque part, c'est une relation très charnelle, émotionnelle, amoureuse aussi créée avec la France. Et finalement, l'histoire si mal commencée avec les Molas se termine bien. En réalité, oui. Je ne crois pas que c'est encore terminé. Ça continue encore. Pour vous, pardon, pour vous. Oui, mais la fin des Mollahs, ça va être une bonne fin, comme vous le dites. Ça terminera bien le moment où les Mollahs ils vont partir et nous espérons que d'ici 1 an, 2 ans, ça va être la fin de ce régime criminel, mafieux.
Et j'ai une toute dernière question, puisque vous avez parlé d'exposition. Il y en a une en ce moment à Paris, l'exposition Plantu-Reza, Regards croisés, et elle se donne au Musée de l'Homme à Paris. Ils sont exposés aussi certains de vos objets personnels qui ont été, je crois, choisis dans votre bureau. Est-ce que vous avez choisi ces objets vous-même pour les mettre au cœur de l'exposition? Et est-ce qu'il y a un objet auquel vous tenez le plus et pourquoi? En réalité, je garde beaucoup de choses de mes voyages, de mes reportages. C'est pas seulement de la photographie. J'ai une grande collection des livres de chaque pays dans lequel j'étais. J'ai une grande collection des affiches, des posters, des petits objets de chaque histoire ou que j'amène avec moi-même, qui peuvent juste avoir une émotion, quelque chose d'émotionnel pour moi. Donc, quand il y a eu cette idée de mettre mes objets, en réalité, c'était tellement difficile pour moi, personnellement, de choisir tel objet ou tel objet, que finalement, la meilleure décision que je crois j'ai prise, c'était de dire aux gens dans mon atelier, préparer une grande partie des objets et inviter les commissaires de l'expo, du musée de l'Homme, pour qu'elles viennent. Et c'est eux qui vont choisir. Oui, parce que... Donc voilà, c'était plutôt c'est comme ça qui est passé. Chez vous, tout ce que vous accumulez dans votre bureau, c'est une partie de votre vie. C'est pour ça que j'avais envie que le commissaire il vienne voir tout, oui, et qu'ils choisissent selon ce qu'eux ils pensent que ça peut aller dans cette expo quand ils sont le commissaire. Oui, ils sont... C'était moi, je mettrais 300 objets et que ça ne deviendrait que ça. Mais vous voyez, quand vous disiez tout à l'heure que la chose la plus importante, c'était votre appareil photo quand vous êtes parti, et finalement, maintenant, vous dites, oh, mais moi, je ne sais pas, il y aurait peut-être 300 objets, je ne sais pas choisir. Oui, mais si pour X raison, je sais pas, je dois partir d'ici dans les mêmes conditions que j'ai quitté l'Iran, c'est sûr que je prendrai que mes appareils. Évidemment, la famille, mais voilà, c'est-à-dire que en même temps que malgré que j'ai réuni 2 millions de photos, maintenant j'ai dépassé les 2 millions de photographies dans mes archives. Et plusieurs milliers de livres et plusieurs milliers de différents objets du monde entier, mais qui chacun a une signification historique aussi, pourquoi c'est l'objet tel. Malgré tout ça, j'ai aussi un détachement à la vie, à tout ce qui est matériel. Oui. C'est que si je suis obligé de partir pour X raison et tout laisser, je le ferai sans regret. Merci infiniment, Reza, d'avoir bien voulu partager avec nous tous ces moments importants de votre vie. Merci beaucoup et j'espère que les lecteurs ou les gens qui écoutent notre interview, ils auront l'occasion de passer un moment à l'expo et voir avec leurs propres yeux ce qui était dit et ce qui est écrit sur le mur. Oui, c'est une grande et belle exposition. Merci beaucoup.